Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts d'Alternatives économiques, une série consacrée aux journées de l'économie autrement qui ont eu lieu à Dijon les 28 et 29 novembre 2025. Les idées qui changent la vie, quelle boussole face aux tempêtes et crises, comment retrouver du commun. Les journées de l'économie autrement, c'est 2 jours de débat pour agir dans un monde bouleversé. Dans cet épisode, découvrez comment le passé éclaire l'avenir, ses perturbations et le brouillard des crises en cours. Futur antérieur, penser et représenter les crises. Une table ronde animée par Sophia Lagdar, consultante, formatrice et membre de l'association des lecteurs d'Alternatives économiques. Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur l'une des premières tables rondes de ces nouvelles journées de l'économie autrement, sur le campus de l'Université de Bourgogne qui nous accueille pour la première fois. Je suis Sophia Lagdar, je suis membre du conseil d'administration de l'association des lecteurs d'Alternatives économiques et à ce titre, je ne peux que vous conseiller de pouvoir adhérer à l'association. Je fais déjà ma première pub et aussi de vous abonner à Alternatives économiques justement parce que les perspectives sont intéressantes et donnent des contrepoints de vue sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est tout à fait en lien avec le sujet qui va nous occuper sur cette table ronde, puisque Futur antérieur va nous permettre de penser le présent et le futur à l'aune du passé, à l'aide de chercheurs et chercheuses dans des champs de compétences complètement différentes, puisque nous allons avoir un historien, des juristes, des économistes, qui vont nous éclairer sur ce futur que nous pourrions imaginer à l'aune de ce qui s'est fait, de ce qui s'est écrit, de ce qui s'est dit précédemment. Je vais commencer par présenter celles et ceux qui m'entourent aujourd'hui. Elsa Fauré, vous êtes professeure de droit public à l'Université de Bourgogne et vous êtes la directrice de ce laboratoire du Crédespo. Ludovic Desmet, vous êtes professeur d'économie au sein de cette université. Et enfin, François Jarige, maître de conférence HDR en histoire au sein de cette université. Alors j'aurais une première question pour vous globalement. Mais je vais commencer par vous, François. Oui. Parce que je me dis que vous avez peut-être, de cette perspective d'historien, quelque chose à nous raconter. Lorsqu'on vous a proposé ou que vous avez proposé cette table ronde Futur antérieur, comment est-ce que vous l'avez envisagé, vous, de votre perspective d'historien et ce rapport au futur, justement, en question préalable? Oui, alors en fait c'est vrai que ce thème c'est le résultat d'une discussion entre nous. Il nous paraissait intéressant, notamment à l'invitation de Ludovic, de poser la question de l'historicité du rapport à la crise, du rapport à la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui. Donc le thème de ces rencontres, c'est face à la tempête, qui est à la fois politique, environnementale, sociale, technologique d'une certaine manière. Parfois, on est dans un moment qui se caractérise par le présentisme, c'est-à-dire par une sorte d'obsession pour le présent qui nous rend en partie aveugles sur le fait que ce qu'on appelle la crise, et cette question de la crise, elle n'est pas née subitement aujourd'hui. C'est une question qui a une très longue histoire, un très long passé, qui a déjà été pensée. Donc pour penser la singularité de notre temps, enfin en tout cas un historien est persuadé qu'il est toujours utile de voir la différence entre la façon dont les acteurs du passé ont pu se représenter l'avenir et nous. Et comme historien à titre personnel, c'est une question qui traverse tout mon travail depuis 20 ans, d'essayer de penser la réflexivité environnementale. La réflexivité, c'est-à-dire comment les acteurs du passé ont interrogé les crises écologiques en particulier. Parfois, on a l'impression que la question environnementale, la tempête écologique, serait une sorte d'invention récente qui a surgi après 68, dans les années 70, comme si pendant longtemps on ne savait pas, on se désintéressait, on ne posait pas cette question, et désormais on pose la question. Il y a un côté un peu rassurant dans ce récit, parce que si on pose la question aujourd'hui, ça veut dire qu'on va pouvoir apporter les réponses. Or, ce que les historiens disent, c'est pas du tout ça. C'est que la question, on se la pose depuis les débuts de l'industrialisation du monde, voilà, c'est dynamique. Bon, il faut que je m'arrête déjà. Je vais trop vite. C'était la question préalable juste sur le sujet. Je me calme là. Mais on va de toute façon creuser ces questions-là. Nous avons 1h30 pour l'évoquer. Merci François de cette passion, parce que c'est passionnant. Alors ça, c'est la perspective de l'historien. J'aimerais avoir, Ludovic, la perspective des économistes, justement sur ces futurs antérieurs. En tout cas, vous, en tant que chercheur en sciences économiques, qu'est-ce que ça vous a évoqué, ce futur antérieur ?
Alors, je vais avoir du mal à parler au nom des économistes, mais en tout cas, en m'intéressant à l'histoire de la pensée, on se rend compte que les phases de crise, de bouleversement comme l'industrialisation ou la crise des années 30 ou celle des années 70 sont des périodes de foisonnement, de propositions, du fait qu'on va envisager une nouvelle société ou comment résoudre les problèmes actuels. Et donc, on a vraiment, il me semble, le fait que l'histoire de la pensée, c'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire pleine d'accidents, de bouleversements, et comment on répond à cette question-là, selon les époques, c'est quelque chose qui me paraît important, et donc je vais essayer de parler de ça un peu plus tard. Parfait, je vous remercie. En tout cas, on comprend à l'aune de vos réponses que ce sont comme des briques qui s'installent les unes par rapport aux autres et qui parfois construisent des chemins sinueux ou plutôt rectilignes. Ça va dépendre un petit peu peut-être de la période dans laquelle on se situe. Alors, ça, c'était une question c'était une question préalable pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que ce sujet vous avait intéressé des futurs antérieurs et qui intéresse aussi la société civile et les citoyens et les citoyennes à l'heure actuelle, dans un monde incertain, de crise assez plurielle fondamentalement. Première question à Elsa Fauré, de la perspective en tant que juriste. Finalement, est-ce que ces crises actuelles, en tout cas les crises dans lesquelles nous sommes actuellement, que nous percevons comme des crises, est-ce que ces crises actuelles ont pu être pensées précédemment ? Et par qui, de votre perspective? Vous allez nous parler de Louise Michel, et je vous laisse la parole. Oui, alors Louise Michel, eh bien, tout le monde la connaît ici, probablement. C'est une grande figure de l'anarchisme du XIXe siècle. Elle naît en Haute-Marne en 1830. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est née d'une union du châtelain et de la domestique du château. Et donc, ses grands-parents paternels sont issus de l'ancienne noblesse de robe. Elle est éduquée selon les principes de 1789, parce que ce sont des nobles, d'anciens nobles, mais qui ont été ralliés aux principes de 1789. Et en fait, elle reçoit une éducation qui la prédispose à un combat pour l'égalité et la liberté. Mais c'est essentiellement à partir de 1870-1871 qu'elle va prendre part activement aux luttes politiques, puisque 1871, c'est bien sûr l'époque de la Commune, ce grand soulèvement populaire de mars 1871, qui durera très peu de temps, puisque le peuple de Paris va prendre le pouvoir, mais sera écrasé dans le sens, c'est la fameuse semaine sanglante du mois de mai 1871. La semaine sanglante dont la chanson « Le temps des cerises » sera l'un des emblèmes. Voilà pour Louise Michel, dont le combat sera donc un combat jusqu'au bout en 1905. D'ailleurs, on est en train de fêter l'anniversaire de la mort de Louise Michel, les 120 ans. Et Louise Michel, en fait, se battra jusqu'au bout pour l'égalité, la liberté. On reviendra sur ce combat ensuite. Parfait, merci beaucoup. Donc, combat pour l'égalité sexuelle, sociale et dite raciale, ou en tout cas ethniciste. François Jarige, vous êtes un historien de l'environnement. Ce qui vous intéresse, c'est penser l'environnement à l'aune de ce qui a pu être écrit, ce qui a pu être fait précédemment. Et vous allez nous parler d'une personne que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle George Perkins Marsh. J'imagine qu'il est anglais ou peut-être américain. Vous allez nous dire ça d'ici peu, notamment sur les tempêtes écologiques et leur anticipation à l'aune de ce personnage. Ouais. J'ai combien de temps ? 2 minutes ? Non. Bon, non mais... Oui, la question c'est quelles sont les tempêtes du présent qui ont été anticipées potentiellement dans le passé. Donc moi je voulais rappeler un moment qui me paraît décisif et très important, donc ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, les historiens, notamment l'historiographie de l'environnement, montrent actuellement qu'il y a une longue histoire des réflexivités environnementales et notamment des réflexions sur les liens qui existent entre les sociétés humaines et leur milieu, comment les sociétés transforment, voire détruisent leur milieu. C'est pas une préoccupation récente, et dans le passé, on a des moments où ce débat se constitue. Et je voulais notamment l'un des premiers moments où il y a une cristallisation de ce débat sur les catastrophes environnementales potentielles, c'est dans les années 1850-1860. On a une accélération du capitalisme, on a la mise en place
une série de grands réseaux d'infrastructures télégraphiques, chemins de fer, qui bouleversent le rapport au monde, au paysage, qui donnent une capacité d'agir extrêmement importante aux sociétés européennes et occidentales, dans un contexte en plus où l'impérialisme s'étend. Donc ça rejoint aussi ce qu'évoquait Elsa à propos de Louise Michel et l'expérience de la commune, et aussi l'expérience de l'impérialisme qui va être centrale dans la trajectoire de Louise Michel. Donc tout ça pour dire que dans les années 50-60, je crois qu'il y a un moment paradoxal, parce que c'est le moment où l'idée du progrès s'installe. Or le progrès, c'est précisément l'idée d'un avenir sans catastrophe, l'idée que l'avenir sera meilleur, l'idée que l'avenir va s'améliorer. C'est ça le régime d'historicité progressiste qui caractérise notre modernité. Or précisément, penser la catastrophe, c'est contester cette représentation de l'avenir comme une amélioration continue. Or justement, dans les années 50-60, je crois qu'il y a un moment de cristallisation de ces débats autour de toute une série d'auteurs. Donc George Perkins March, effectivement, il est particulièrement intéressant parce qu'il est totalement inconnu en France, mais très important aux États-Unis. C'est un auteur qui n'a pas cessé d'être réédité tout au long du XXe siècle, qui a été considéré aux États-Unis comme l'un des penseurs de la catastrophe écologique. Il écrit en 1864 un livre qui s'appelle L'homme et la nature, ou comment la géographie est transformée par l'action humaine, où il analyse et il théorise ce qu'on appellerait aujourd'hui l'anthropocène. C'est-à-dire le fait que les transformations géologiques et physiques du monde vivant ne sont pas seulement liées à des processus géologiques, mais sont aussi liées à des processus anthropiques et par la capacité croissante des hommes à modifier leur environnement et leur milieu. Et ce livre va avoir un rôle assez important. C'était un ambassadeur qui a circulé beaucoup c'est un ambassadeur américain notamment qui a été en poste en Europe, qui a discuté beaucoup avec Élisée Reclus, un grand penseur anarchiste des années 1860 aussi. C'est Élisée Reclus qui l'a introduit en France, qui l'a traduit en premier, mais la greffe n'a pas pris et il a été oublié. Et donc March illustre bien ce moment de réflexivité environnementale que j'évoquais. Mais il y en a plein d'autres en fait dans les années 50-60. Je voulais citer un autre auteur qui est aussi totalement inconnu. Alors, il faudrait des heures pour développer un peu, mais c'est Eugène Husard. Je ne sais pas si vous connaissez Eugène Husard, je ne pense pas. Il publie en 1855 un livre qui s'appelle La fin du monde par la science, où il explique que l'accélération des progrès technoscientifiques qui doivent amener une émancipation collective, un bonheur individuel, en fait, vont entraîner toute une série de catastrophes. Et dans ce livre, La fin du monde par la science, qui est publié en 1855, c'est-à-dire juste au moment de la grande exposition universelle organisée à Paris, qui est le moment où on célèbre le progrès, l'accroissement de la diffusion des marchandises, les conquêtes de la science censées permettre le bonheur universel. Et dans ce contexte-là, il publie ce livre où il annonce toute une série de catastrophes en série, notamment des catastrophes climatiques liées à la diffusion croissante de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la question de la réflexivité climatique émerge à cette époque-là aussi. C'est le moment, évidemment, par exemple, 1855, c'est précisément le moment où la part du charbon dépasse l'hydraulique dans le mix énergétique français et dans le système industriel. Donc on est dans un moment de bascule qui préoccupe. Voilà. Et ce que je voulais juste pointer, c'est que on a toute une série d'auteurs, on a toute une série de débats qui émergent dans ce contexte-là et qui, c'est ce que disait Ludovic aussi, c'est-à-dire que l'histoire de la pensée de la crise, c'est une histoire discontinue. Il y a des moments de confiance dans l'avenir, il y a des moments de crise liés au contexte géopolitique, aussi au contexte économique. Et ces contextes par exemple, ces moments d'inquiétude sont refermés. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment ces moments de réflexivité et d'interrogation sur l'avenir est refermé et comment la conscience de la crise ressurgit périodiquement. Il y a toute une sorte de dynamique discontinue de la modernité. Et donc la conscience de la crise et des catastrophes, c'est pas quelque chose de récent dont on aurait pris conscience, c'est une dynamique qui est consubstantielle à ce qu'on appelle la modernité industrielle et qui n'a cessé de la modeler. Bon. Merci François, c'est parfait, c'est extrêmement intéressant et on voit qu'il y a eu des précurseurs il y a 170 ans qui ont commencé aussi à mettre en exergue technologie, environnement et peut-être la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Côté économiste, Ludovic, vous allez nous parler de Keynes et Schumpeter, qui ont œuvré énormément dans le champ des sciences économiques à partir de 1930. Comment est-ce que leurs apports peuvent nous faire comprendre le monde d'aujourd'hui ? Quand il a fallu commencer à regarder un petit peu plus profondément le thème de la table ronde, je me suis souvenu d'un livre que j'avais lu il y a longtemps de Keynes, où justement il prédit en gros le monde de 2030. C'est-à-dire qu'on est en 1930, on est juste après la crise de 29, et il fait un petit bouquin qui s'appelle « Lettres à nos petits-enfants », qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, là, et il essaye de se projeter dans le siècle suivant, et on a un discours qui va s'engager avec
un économiste américain qui s'appelle Alvin Hansen et puis Joseph Schumpeter sur quelle est votre vision de l'avenir. Et il me semble qu'un siècle après, on peut déjà essayer de regarder un peu ce qu'il en est. Alors Keynes, ça paraît un peu décevant par rapport au Keynes des années 20, qui critique le traité de Versailles, etc., qui est très pertinent là-dessus, parce qu'en gros, il dit on est en train d'affamer les Allemands et ça va nous retomber dessus. Et effectivement, 20 ans plus tard, on s'est engagé dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais son livre sur Lettres à nos petits-enfants paraît un petit peu, très optimiste, puisque il prédit que dans les pays occidentaux, on aura une richesse qui sera 4 à 8 fois supérieure à celle de l'époque. Là-dessus, il ne s'est pas trompé. On considère qu'on est 7-8 fois plus riche qu'au niveau national, sans tenir compte de la redistribution. Mais le taux de croissance fait qu'on est à peu près dans la fourchette qu'il fixait. Par contre, au niveau du temps de travail, il s'est un petit peu planté parce qu'il prévoit 3 heures de travail par jour et 15 heures par semaine. Et d'après lui, la grosse menace des pays occidentaux, c'est l'ennui. C'est-à-dire qu'on va tellement peu travailler qu'il va falloir trouver à s'occuper. Donc voilà, bon, c'est la haute bourgeoisie anglaise. C'est aussi, voilà, on va lire ou on va essayer de trouver des occupations. Mais son problème, ça va être plutôt oui, il va falloir combattre la paresse parce que la productivité fera qu'elle sera tellement énorme qu'on n'aura presque plus à travailler. Et là-dessus, Schumpeter et Hansen lui tombent dessus, tous les deux profs à Harvard, et lui disent non, ça va pas se passer comme ça. Hansen dit, il forge le concept de stagnation séculaire en 1938, c'est-à-dire qu'on est parti pour un siècle de stagnation. Et Schumpeter, en 1942, dit, de toute façon, le capitalisme est amené à disparaître. Marx avait raison, alors pas sur la manière dont le capitalisme va disparaître par une grosse crise, mais Schumpeter dit que le capitalisme va s'épuiser en quelque sorte, parce qu'il va générer des ferments qui vont le détruire de l'intérieur, la bureaucratie, un État quasiment totalitaire, etc., etc. Donc on a vraiment ces 3 grands noms de la théorie économique des années 30 qui s'affrontent sur cette vision de l'avenir. Et bizarrement, Keynes paraît un petit peu en dessous de ses collègues, pour des raisons qu'on expliquera peut-être un petit peu plus tard. Ok, merci beaucoup. Bon, on a vu que tous ces penseurs, penseuses ont en tout cas été des jalons dans vos réflexions et vous les avez identifiés comme tels. On pourrait se poser la question de savoir si ces auteurs et ces autrices ont été ou leurs écrits s'inscrivent-ils dans des contextes également de transition et de crise ? On peut se poser cette question-là. Est-ce que finalement ça fait le lit de différentes réflexions ? Je vois qu'Elsa est prête à répondre sur Louise Michel et du contexte dans lequel elle a pu aussi déployer ses réflexions et ses écrits. Oui, parce que le siècle de Louise Michel, le 19e siècle, est pour le coup un siècle de crise, de mutation économique et sociale. François l'a déjà dit d'ailleurs. C'est la révolution industrielle et tout le lot de misère sociale que cette révolution va pouvoir engendrer. Et d'ailleurs, le terme de crise au 19e siècle est souvent synonyme de révolution. Alors c'est un siècle qui est très intéressant pour nous constitutionnalistes, puisqu'on y trouve la monarchie, l'Empire, la République. Alors, j'avais prévu un petit rappel historique, peut-être pour bien comprendre l'œuvre de Louise Michel, puisque Louise Michel, je vous le rappelle, elle naît en 1830. En fait, elle naît quelques mois avant le soulèvement populaire de 1830, du mois de juillet 1830, qui va se terminer par l'abdication de Charles X et son remplacement par Louis-Philippe, un autre roi. Donc évidemment, les classes populaires vont être déçues. Elle qui s'attendait à la restauration de la République, c'est un autre roi, et avec, ce sont toujours le suffrage censitaire, alors que les classes populaires demandaient le suffrage universel. Et puis ce sont toujours des conditions de travail tout à fait déplorables. Donc en fait, très peu de temps après 1830, dès 1831, on a des premières révoltes ouvrières. Tout le monde connaît la révolte des Canuts, qui sont ces ouvriers de la soie qui ont pris le contrôle de Lyon en quelques jours seulement. Et puis évidemment, la monarchie de Juillet, elle va être très vite minée par des crises sociales, des crises économiques aussi, des crises agricoles. Il y a les grandes famines de 1846, 1847, et la crise politique, puisque l'opposition républicaine qui monte jusqu'à 1848, puisque là, de nouveau, une révolution.
Ça part en fait toujours des ouvriers, des étudiants aussi. 1848, vous voyez, on a un lien avec un peu 1968. Et 1848, eh bien, c'est la Seconde République, après la Première République qui était sous la Révolution française. Une république qui sera éphémère, puisque le premier président de la République, d'ailleurs, Louis-Napoléon, eh bien, va faire un coup d'État en 1851. Alors c'est encore une crise, parce qu'on dit souvent que ce coup d'État s'explique par la difficulté à réviser la constitution de cette Seconde République. Coup d'État décembre 1851, le Second Empire, et ce Second Empire, il va se terminer en 1870 avec une autre crise, et cette fois-ci c'est une guerre. C'est la guerre contre les Prussiens, 1870. Paris est assiégé, et Paris va souffrir de la famine de nouveau, du froid, et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs qu'éclate la Commune, qui sera donc, je vous l'ai dit, réprimée. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours en fait ce 19e siècle des crises politiques, des crises sociales, emmenées par ce mouvement ouvrier, parce que cette question sociale va dominer le 19e siècle, et en fait, eh bien, ce sont toujours des classes populaires qui sont déçues, parce que face, il y a cette résistance de la bourgeoisie. Voilà, c'est l'histoire du 19e siècle. Merci Elsa. Bon, alors on voit bien la corrélation entre émergence des idées, révolution, et notamment l'émergence d'une figure emblématique du 19e, qui est la figure ouvrière, exode rural, conditions de travail dégradées, conditions de vie dégradées également en périurbain, en urbain. Il est question de révolution industrielle, finalement, aussi dans ces révolutions politiques et économiques, puisque ça émerge dans ce 19e siècle qui va commencer une croissance quasiment sans fin. On voit bien la limite aujourd'hui qu'il y a à cette révolution industrielle dont on voit les soubresauts. François, vous nous aviez parlé de George Perkins Marsh, notamment sur l'anticipation des crises écologiques, environnementales de manière plus large. Justement, quid de ce lien avec la révolution ou les révolutions ? C'est une question complexe en fait. Elsa nous a proposé un rappel là, du contexte politique qui est central. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le 19e siècle est modelé par l'expérience de la crise révolutionnaire, 89, 1830, 1848, 1871. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais un premier mot. L'expression révolution industrielle, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle est formulée au début des années 1830 par des économistes libéraux qui expliquent que la France doit arrêter de faire des révolutions politiques. La preuve, les Anglais font leur révolution sur le terrain de l'industrie et c'est bien mieux. Et donc il y a une articulation dialectique d'emblée entre révolution politique et révolution économique, avec l'idée que c'est la révolution économique qui permettra l'émancipation sans violence. Donc d'une certaine manière, l'expression révolution industrielle est une invention des économistes libéraux qui sont préoccupés du contexte de crise politique et qui pensent que c'est par le progrès économique et matériel que se stabilisera les rapports sociaux et donc que la révolution disparaîtra. Et on trouve la même chose sous le Second Empire. C'est-à-dire que le Second Empire est un empire autoritaire qui a réprimé, fait disparaître l'expérience républicaine de 48 et qui avait comme projet, en gros, on va le dire comme ça, de transformer le gouvernement des hommes par le gouvernement des choses. C'est-à-dire piloter l'économie, développer les infrastructures, moderniser l'économie, ça permettrait de ne plus parler politique. Et ça, c'est le rapport ambivalent qu'il y a entre progrès économique et progrès politique. Comment ils s'articulent ? Est-ce que l'un est un substitut de l'autre, etc. Et ça, c'est fondamental. Et l'expression révolution industrielle s'inscrit très clairement dans ce débat au 19e siècle. Alors, pour compléter, donc il y a la crise sociale, et tu as raison, la crise sociale, c'est ce qui est central dans les débats du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marx disait qu'il y a deux contradictions au capitalisme, la question sociale et la question naturelle. Il le dit dans le Capital, il dit le capitalisme épuise les hommes, exploite les travailleurs et épuise la terre. Sauf que cette deuxième dimension, cette deuxième contradiction du capitalisme a été mise de côté parce que l'urgence, c'était l'émancipation sociale, la construction du mouvement ouvrier, la mise en place de régulations sur le travail. Et la question écologique, environnementale, a été un peu mise de côté, évidemment, parce qu'il y avait d'autres préoccupations, d'autres urgences. Sauf qu'elle ressurgit régulièrement. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce qui me paraît fondamental. Et Marx écrit en 1867 le Capital. Le terme, le néologisme écologie est formulé au même moment par un Allemand qui s'appelle Haeckel, qui est un biologiste vulgarisateur de Darwin et qui va forger la notion d'écologie pour dire que les êtres vivants entretiennent des relations mutuelles entre eux.
et qu'on ne peut pas penser le monde de façon cloisonnée, il faut penser les interactions qui relient les espèces entre eux. Donc le sentiment qu'il y a une fragilité du monde, qu'il y a besoin de penser un équilibre, alors que le déséquilibre s'accentue du fait de l'accélération de l'industrialisation est une préoccupation très vive. Et juste un dernier mot, juste pour prendre un exemple, dans ces crises économiques, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'autour de cette époque-là émerge une des dimensions de la crise future, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Et ça, c'est un point très important aussi qui va être notamment théorisé par un économiste anglais, puisque les économistes jouent un rôle majeur au XIXe siècle dans la pensée de la crise. Et on voit même une sécularisation de la notion de crise et sa prise en charge par l'économie politique à partir du milieu du XIXe siècle, qui est le moment de la grande crise, la première grande crise moderne du capitalisme. C'est-à-dire que la crise de 47-48, c'est plus seulement une crise agraire type Ancien Régime, mais une crise qu'on va dire moderne, qui va fasciner les économistes et qui vont essayer de penser. Et c'est ce que fait Marx d'ailleurs dans les années 50-60, c'est-à-dire d'essayer de penser la crise. Et donc, dans cette crise multiforme, la question des ressources naturelles devient aussi une préoccupation majeure. Par exemple, 65, c'est le moment où est publié le texte célèbre de Stanley Jevons, le fameux économiste anglais qui théorise ce qu'il appelle la question du charbon. C'est-à-dire qu'il anticipe la fin des réserves de charbon britanniques. Et il réfléchit à comment l'économie britannique, qui est dépendante de l'extraction du charbon, peut s'adapter, comment elle doit se transformer pour répondre à cette pénurie de ressources. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'émerge donc la question de la fin du charbon, c'est-à-dire la fin des énergies fossiles. Est-ce que le capitalisme peut survivre sans énergie fossile ? Quels sont les substituts aux énergies fossiles ? Par exemple, les premiers brevets sur des machines solaires, c'est au lendemain du texte de Jevons, à la fin des années 60, où il y a toute une série d'inventeurs qui imaginent des petits moteurs à vapeur solaire, qui utilisent des espèces de réflecteurs pour monter en température, pour produire de la vapeur, pour économiser le charbon. Parce qu'en plus, avec le chemin de fer qui explose, la consommation de charbon explose. Et donc, on essaye des tas de solutions, des tas d'alternatives techniques pour éviter cette dépendance aux énergies fossiles, dont on se rend bien compte à l'époque qu'elle pose des tas de problèmes. Épuisement des ressources qui sont par définition finies. Et question des impacts environnementaux sous la forme des pollutions. C'est l'époque où les grandes fumées urbaines commencent à préoccuper l'opinion publique. Le mot fog, qui désigne les fumées produites par l'industrie, commence à circuler dans le débat britannique et français. Donc on voit... Et ce que je trouve important aussi, c'est de reconnecter cette question de la crise sociale et de la crise environnementale, sachant que dans l'histoire, elles sont hiérarchisées. Comme si peut-être qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, la catastrophe écologique tend parfois à invisibiliser la question sociale ou la crise sociale. Et donc, on a comme ça. Et il ne faut pas les séparer, parce que les deux sont étroitement liés aussi. Bon, c'est un peu le bazar, excusez-moi. Mais non, c'est hyper intéressant. Alors là, on n'est pas dans le fog. On est dans l'éclairage, justement, de ce qui nous relie aujourd'hui à la Maison des sciences de l'homme sur l'Université de Bourgogne. Je le remets un petit peu en exergue. Important, un lieu de savoir qui permet aussi de diffuser ces savoirs-là. On voit bien et on pressent que finalement le droit au développement, le droit à l'emploi a été précurseur dans ce milieu du 19e, alors révolution industrielle dont on sait que finalement elle n'est une émanation que des économistes qui ont décidément eu énormément d'importance dans cette période depuis plus de 150 ans. Ludovic, finalement, qu'est-ce que cela nous dit, cette prédominance des théories économistes dans ce droit au développement et ce droit à l'emploi, ou en tout cas de mettre l'humain au cœur, alors même que fondamentalement, les ressources commencent à s'épuiser et certains précurseurs le mettent en avant. Qu'est-ce que nous disent Keynes, Schumpeter, ou en tout cas celles et ceux que vous avez identifiés dans ces futurs antérieurs ? Ce qui est intéressant dans les théories des années 20 et des années 30, c'est qu'on a des économistes qui sont aussi acteurs de la vie politique de leur moment, et qu'on est dans une période encore une fois de bouleversement. Je me rends compte que la table ronde est plutôt déprimante ce matin parce qu'on parle beaucoup de crise et de bouleversement, mais bon, c'était le thème de la table ronde. Mais l'idée, c'est que on a la révolution bolchevique, on a la République de Weimar qui est très fragile, on a Schumpeter qui a été ministre des Finances en Autriche-Hongrie, et le pauvre, il est obligé de gérer l'hyperinflation. On a Keynes qui participe aux discussions à Versailles sur les réparations allemandes. Et le capitalisme américain a l'air d'échapper à la crise, justement. C'est une espèce de modèle de phare. Et les Européens se disent, bon, nous, on est empêtrés dans les crises monétaires, financières, sociales, politiques. Et les Américains s'en tirent bien. Et on a une expansion assez phénoménale, reflétée dans l'indice boursier, etc., etc. Et donc, ça apparaît comme une espèce de modèle. Et puis, en 29, tout s'effondre, la bulle boursière éclate, et on a un taux de chômage qui atteint à peu près un quart de la population. Et là, les Américains aussi, et dont Hansen,
et Schumpeter, qui a fui l'Autriche pour s'installer aux États-Unis, se disent voilà, il faut essayer de trouver une logique à tout ça. Et on a aussi le début de la comptabilité nationale, c'est-à-dire qu'on essaye de voir justement, appréhender quels sont les taux de chômage, les taux de croissance, etc., etc. Et est-ce que ça va durer ou pas ? Est-ce que la crise, c'est un moment c'est la fin, hein ? Le pauvre Kondratiev, qui avait théorisé les cycles dans la Russie bolchevique, il est envoyé en camp parce que il a théorisé que après en gros 25 ans de croissance, on a 25 ans de récession et ça redémarre. Et ça plaît pas à Staline parce que Staline dit non, le capitalisme américain est en train de mourir. Et le pauvre Kondratiev finira au goulag et est fusillé parce que il a dit que voilà, une crise c'est simplement un moment de retournement de la situation. Et donc on a vraiment ces débats-là, et d'où l'appréhension de l'avenir. Alors Keynes, il est resté célèbre pour une phrase, en 23, il écrit « À long terme, nous serons tous morts », mais il se préoccupe quand même de savoir ce qu'il en sera du capitalisme, et d'où ce que je disais tout à l'heure, hein, il prévoit plutôt la prospérité, alors que Hansen et Schumpeter, eux, pensent qu'on est rentré du fait de la démographie. Hein, c'est-à-dire que les économistes de l'époque sont alors peut-être beaucoup moins aujourd'hui, alors ils parlent assez peu des ressources, hein, parce qu'ils savent qu'il y a un réservoir et que l'économie à cette époque-là, en tout cas, n'est pas. Les économistes sont assez, en tout cas les trois que j'ai isolés, sont assez peu préoccupés par la question des ressources, plus préoccupés par la question de la productivité et surtout de la démographie. Hein, c'est vraiment fondamental pour eux. C'est est-ce que la population va continuer à croître ou quoi ? Et Hansen dit de toute façon, on commence en Occident à faire moins d'enfants et donc ça va plomber complètement la croissance. Et cette thèse de la stagnation qui vient, elle est ressortie des cartons en 2013 par un économiste qui avait été conseiller de Obama et de Clinton, Lawrence Summers, qui dit on est rentré à nouveau en Occident dans une stagnation séculaire parce que en gros on fait pas assez d'enfants et ça va provoquer des problèmes de productivité et de croissance. Merci Ludovic. On voit que le 19e a été riche, le 20e également. Finalement, à l'aune de cette crise économique qu'ont vécu Keynes et Schumpeter. Alors on peut se poser la question de finalement savoir si la crise c'est la fin ou la crise c'est le début, mais le début de quoi ? Est-ce un passage obligé vers quelque chose de meilleur ? Comment détermine-t-on que c'est meilleur ou pas pour l'environnement, pour les êtres humains, pour peut-être le vivant dans sa globalité ? On peut se poser la question peut-être de savoir, Elsa, si ces auteurs et ces autrices que vous avez mis en exergue ont eu conscience à l'époque où ils ont commencé à théoriser, écrire, rédiger, parler, ont-ils eu connaissance, ont-elles eu connaissance de cette notion de crise où pour ils et elles, c'était quelque chose de peut-être normal, contextuel, de la transformation de la société, et comment appréhendent-ils cette notion peut-être de crise qu'on utilise peut-être de manière un petit peu trop prépondérante peut-être aujourd'hui ? Oui, alors la crise est au cœur de l'œuvre de Louise Michel. En fait, pour Louise Michel, alors c'est une bonne question en fait, hein, parce que pour Louise Michel, en fait, la crise c'est une fin et un début. Hein. C'est une pensée très optimiste de la crise en fait. Déjà, il faut savoir que pour Louise Michel, la crise, elle est inhérente au phénomène, à la société bourgeoise du XIXe siècle, à la domination qui caractérise ce siècle, domination de classe, ça a été dit, domination dans les relations maritales aussi. Elle dit souvent que en fait, dans le mariage, en fait, c'est une forme de prostitution légale, domination des colons sur les peuples autochtones, et puis aussi domination de l'animal par l'homme. Donc il y a cette crise qui est inhérente en fait au capitalisme et à la domination. Et alors on ne trouve pas chez Louise Michel une théorie scientifique de la crise comme on trouve chez Marx, mais effectivement elle est tout à fait présente dans son œuvre. Cette crise, aux yeux de Louise Michel, c'est une crise totale. C'est une crise morale tout d'abord. La corruption, les inégalités. C'est une crise sociale. Il y a une misère matérielle qui accompagne la misère morale, dit tout à fait Louise Michel, qui insiste beaucoup sur la prostitution légale. On l'a vu dans les relations maritales, mais aussi la prostitution de rue à laquelle pousse la misère. Et donc, pour Louise Michel,
C'est là pour le coup, contrairement à ce que tu dis, Ludovic, c'est la crise, elle n'est pas négative du tout, parce que il va y avoir un soulèvement révolutionnaire comme réponse à la crise, et c'est ici un point commun avec les socialistes révolutionnaires du XIXe siècle, qui pensent que la libération de l'homme va passer par la victoire du prolétariat. Et effectivement, pour Louise Michel, cette crise marque la fin d'un monde ancien qui était corrompu, qui était inégalitaire, qui était immoral, et ça marque l'avènement d'un monde nouveau. Et donc, effectivement, on peut parler d'une vision eschatologique en fait de la crise que sans doute qu'elle partage avec Marx. Tu confirmeras peut-être, François. Et c'est vrai que, alors contrairement à Marx qui pousse le prolétariat à s'organiser, pour Louise Michel, en fait, la crise va être dénouée par cette espèce de spontanéité du prolétariat. Donc elle parie sur cette spontanéité, elle parie aussi sur la bonté naturelle de l'homme. Il y a des accents qui sont très rousseauistes en fait dans l'œuvre de Louise Michel. On a cette régénération de l'homme dont Rousseau a parlé, et puis aussi qu'on trouve beaucoup sous la Révolution française de 1789. Donc il y a vraiment cette bonté naturelle très présente. Et puis il y a aussi une pensée très optimiste parce que Louise Michel, en fait, fait confiance dans les sciences. Elle n'exclut pas non plus une forme de spiritualité. Elle parle d'une religion nouvelle, alors bien sûr une religion sans Dieu, ni dogme, mais une forme d'éthique plutôt. Et donc pour elle, en fait, la marche de l'histoire, c'est la marche vers le progrès, vers une révolution sociale. Alors, je cite, j'ai repris ça je ne sais plus si c'est dans La Commune ou dans ses mémoires, elle dit « Les groupements humains et les individus suivent les mêmes lois d'évolution naturelle. Hier, l'esclavage, la misère morale et matérielle. Aujourd'hui, le premier éveil. Demain, l'entrée dans le bonheur et la liberté. » Voilà, qui est quelque chose de plutôt optimiste. La félicité, en somme. Merci Elsa, ça laisse quand même... ça laisse des perspectives d'ouverture et de meilleur monde, en tout cas. Ludovic, côté économiste, c'est peut-être pas aussi idyllique que cela. Il y a une phrase d'un économiste hétérodoxe du XXe, Kenneth Boulding, qui disait « Celui qui croit qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste ». Donc, c'est bon. En même temps, il y a un vieux spectre parce que quand Keynes écrit, il s'adresse aussi à ses prédécesseurs et en particulier aux économistes libéraux anglais dont François a un peu parlé, mais les Smith, Adam Smith, David Ricardo, etc. sont vraiment préoccupés par ce qu'ils appellent l'état stationnaire, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à un moment donné, un pays a accru ses richesses et va stagner. Alors pour Smith, c'est la Chine, par exemple, au XVIIIe siècle, fin XVIIIe, début XIXe. Pour lui, la Chine est arrivée sur un plateau et il craint ça pour la Grande-Bretagne. Et cette idée d'état stationnaire, ça parcourt toute la pensée économique jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, avec des termes peut-être un peu plus mathématisés et techniques, mais on a cette idée-là qu'il y a peut-être un moment on va arriver à un plateau. Et lorsque Keynes écrit ses perspectives économiques pour les petits-enfants, je pense qu'il essaye de sortir de ça en disant voilà, peut-être que justement le XXe siècle nous permettra de sortir de cette stagnation qui nous menace. Et on a aussi ces histoires de cycles. Et je parlais d'Hansen, qui est beaucoup moins connu que Keynes ou Schumpeter, mais c'est quelqu'un d'intéressant. Alors, il a été surnommé le Keynes anglais, mais lui, il est américain, pardon. Il a été assez proche de l'administration Roosevelt, qui est une manière originale de sortir de la crise, justement, avec le New Deal. C'est-à-dire que, sans adopter le modèle russe de l'époque, ni allemand, ni italien, fasciste, etc., on a un État fort, mais un État qui va se limiter à tracer des options économiques en lançant des grands travaux, en ayant une politique de relance. Et Hansen est totalement d'accord avec ça et pense que c'est le pilotage de l'économie qui compte. En laissant libre
la libre opinion et le jeu du marché, mais tout en ayant un État qui soit un État stabilisateur et qui va justement permettre d'éviter les oscillations et réduire les effets sociaux des crises. Merci Ludovic. On voit qu'il y a là deux perspectives et qu'en tout cas, la place de l'État et des libertés peut-être individuelles et collectives doit être garantie, peut-être pour passer le cap de ces crises. Le droit peut être un vecteur de transformation sociale et de progrès social et en tout cas de respect des droits fondamentaux de manière beaucoup plus large, comme aussi un instrument de régulation et de restriction des libertés. On le voit notamment avec l'émergence de partis populistes au pouvoir dans certains États qui deviennent autocratiques, voire dictatoriaux. Le droit aussi... En sauveur peut-être de l'environnement, on voit l'échec aussi que le droit international est en train de... On voit en fait que s'étiole le droit international aujourd'hui et le droit de l'environnement avec la COP30. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir dans quel cadre nous allons évoluer aussi dans le cadre du droit et des normes contraignantes. François, une question avant de passer le micro à la salle et des éventuelles questions. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir ? Comment peut-on l'imaginer, notamment à l'aune de ton prisme d'historien de l'environnement ? On parle beaucoup de ce contexte de crise environnementale, écologique et de l'éco-anxiété auquel certains et certaines sont confrontés. Voilà, quelle perspective pour cela ? Je sais pas. Non, mais je vais répondre à ta question. Je sais pas quelles sont les perspectives. Elles sont à mon avis pas très bonnes. Mais pour rebondir sur ce que disait Ludovic aussi, par provocation et pour discuter un peu sur la question des économistes, puisque c'est des journées d'économie autrement. Donc la question de l'économie, elle est importante dans nos discussions. Ce qui est intéressant à souligner, il me semble, c'est aussi rappeler que l'économie politique, qui était au 19e siècle une science très dominée, qui s'est peu à peu institutionnalisée, mais assez tardivement en fait, et qui s'est l'économie est devenue au 19e siècle quand même une sorte de discours optimiste. Alors, les économistes sont traversés en permanence par la crise, par la réflexion sur la crise, mais ce qui domine l'économie politique comme science à la fin du 19e siècle, c'est au fond l'optimisme. Et l'optimisme qui est lié à quoi ? Donc pour moi, l'économie politique est devenue une berceuse au 20e siècle qui a largement contribué à éliminer ou rendre illégitimes les alertes, les débats. Tu as évoqué Boulding, on pourrait évoquer Georges Skurugen, tous ces économistes qui étaient en fait complètement marginalisés à l'intérieur du champ économique dominant, quoi. Et en fait, les économistes, oui, ils étaient inquiets de l'état stationnaire qui était le spectre, et ils ont réussi à dépasser cette idée du spectre en inventant et en naturalisant la croissance. C'est-à-dire l'idée que la croissance allait être éternelle. Et ils ont mobilisé deux arguments au fond. Là, je simplifie à l'extrême et tous les économistes de la salle m'excuseront. Mais c'est les deux illusions qui continuent de caractériser notre époque, à mon avis. Notamment ces deux illusions, c'est que les problèmes environnementaux, les limites naturelles ont été niés au profit de l'idée que l'ingéniosité humaine n'aurait pas de frontières du fait de l'innovation et du libre marché. Si vous associez, et ça c'est l'économie vraiment libérale qui domine et qui s'impose au 19e siècle, c'est l'idée que grâce à l'innovation, grâce au progrès technique, couplé à des échanges qui ne seraient pas entravés via le libre marché, eh ben, on aurait une sorte de progrès continu. Et donc les problèmes environnementaux, pollution, le problème de ressources, d'accès à des ressources, n'étaient pas des problèmes pour les économistes. C'était juste un problème de manque d'inventivité et de manque d'innovation. Donc notamment, c'est les économistes qui ont inventé ce qu'on appellerait aujourd'hui le technosolutionnisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est juste un problème d'allocation des ressources. Si vous attribuez les ressources de façon optimale, il n'y aura jamais de problème. On trouvera toujours la solution à tous nos problèmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui face à la question environnementale et à la tempête écologique dont parle ces 2 jours. C'est que la réponse des économistes, de certains et de beaucoup d'économistes, c'est de dire c'est pas grave, il faut faire confiance au marché, donc on va donner un prix au carbone et tout ça va se réguler naturellement, ou bien il faut faire confiance à la créativité humaine et à l'innovation en investissant à fond dans l'IA et dans la géo-ingénierie, et pof, il n'y aura pas de problème. Sauf que voilà, cette utopie de l'économie politique née au 19e siècle, sur laquelle on a fonctionné pendant 150 ans, c'est ça qui s'effondre aujourd'hui. Et c'est ça qui s'effondre aujourd'hui. Et donc là, la situation et l'avenir, il y a deux voies, en gros. Enfin, il y en a plein d'autres, mais les 2 voies principales qui se dessinent, c'est
et c'est la COP qui vient de s'achever là-dessus, et les COP précédentes aussi, c'est-à-dire soit on continue d'appliquer le modèle économique standard, c'est-à-dire faire confiance à l'innovation, au libre marché, et les choses se régleront naturellement par la créativité humaine. C'est le discours dominant des hommes politiques, de la plupart des institutions. Ça permet de montrer qu'on agit parce qu'on va investir 500 milliards dans l'IA et puis tous les problèmes seront réglés. Mais voilà. Mais c'est ça. L'autre alternative, c'est de repenser profondément nos systèmes économiques en les réinscrivant dans les flux réels de matière qui caractérisent le monde physique. C'est-à-dire accepter des formes de décroissance de flux de matière, organiser collectivement des formes de sobriété. Et ça, évidemment, c'est compliqué à penser dans le modèle économique standard qui est articulé à la question de la croissance. Donc j'ai pas répondu à la question, on ne pouvait pas y répondre, mais je pense que l'économie est le cœur du problème actuel. C'est-à-dire que, c'était pour provoquer un peu nos amis économistes, il y a un livre que j'aime beaucoup d'un jeune historien de la pensée économique, qui s'appelle Antonin Potier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment les économistes réchauffent la planète ». Et sa thèse, c'est que voilà, le modèle économique standard de l'économie dominante est devenu l'un des cœurs du problème idéologique qui nous empêche d'agir dans d'autres directions aujourd'hui. Mais tu as tout à fait répondu, puisqu'il y a deux voies et peut-être une troisième avec les questions de la salle. On va passer, voilà, c'était une transition toute trouvée. Vous allez avoir une personne qui va vous donner le micro. Alors j'ai vu une première question, monsieur. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Huisman, je suis un ingénieur agroalimentaire vivant dans la périphérie de Dijon. Merci pour ces perspectives. J'ai une question qui concerne à mon avis les historiens de ce plateau et je voudrais savoir pourquoi, très souvent, dans les débats de ce type, on minimise l'impact du développement de la démographie. Ça a été évoqué, mais très rapidement. Apparemment, les historiens de la fin du 19e, début du 20e siècle en parlaient, mais je trouve que c'est très souvent minimisé et que le capitalisme a bon dos, l'économie a bon dos dans la crise que nous vivons aujourd'hui. Je peux répondre. L'historien du plateau, c'est moi. Ouais. Non. Alors, non, c'est une question vertigineuse à laquelle on ne peut pas répondre trop simplement. Je ne pense pas qu'on minimise. En tout cas, moi, je n'ai pas l'intention de minimiser la question démographique et son importance. Et ça a été. Je ne l'ai pas abordé, c'est vrai, mais c'est une question majeure. Alors, effectivement, elle est minimisée dans le débat public. Elle est difficile à poser dans le débat public. Et l'un des enjeux du surgissement de la question environnementale, c'est de poser la question démographique. Après 1945, c'était central. Tous les débats environnementaux étaient articulés autour de la question démographique. Et à l'époque, c'était évident. C'est ce qu'on appelait le néo-malthusianisme. Et c'était évident que la croissance démographique était un problème parce qu'elle augmentait mécaniquement toutes les sources d'exploitation, la quantité de foncier. Bon. Donc évidemment, cette question, elle est, je pense, difficile à poser pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle renvoie au modèle malthusien, à Malthus, l'économiste libéral du début du XIXe siècle, qui a posé le cadre du débat. Et pour Malthus, qui était un protestant, la réponse, c'était de contrôler la démographie des plus pauvres. Et donc la pensée de Malthus est devenue un repoussoir dès le milieu du XIXe siècle. Même Proudhon, en 1948, écrit un bouquin contre Malthus. Et tous les économistes, qu'ils soient marxistes, socialistes, de différentes tendances ou libéraux, se sont tous construits au XIXe siècle en repoussant le spectre malthusien d'une contradiction entre la croissance démographique et les ressources disponibles. Et ça, c'est ce que j'évoquais. C'est-à-dire qu'une partie de l'illusion économiste, ça a été de croire que Malthus avait tort parce que grâce à l'ingéniosité, grâce au marché, on arriverait toujours à repousser la frontière malthusienne. Mais il faut bien voir qu'au début du XIXe siècle, la crise malthusienne, elle préoccupe tout le monde. Tout le monde voit bien qu'il y a une croissance démographique qui augmente plus vite que les rendements agricoles. D'où comment on fait pour résoudre cette contradiction. Cette contradiction a été résolue par la modernité, par toute une série d'innovations miraculeuses qui ont permis de développer des engrais, d'augmenter les rendements. Or, aujourd'hui, c'est précisément ça. On découvre que ces solutions qui ont permis provisoirement de contredire la crise malthusienne, c'est ça qui nous revient en pleine figure sous l'appellation d'écologie depuis les années 70-80. Le problème, c'est que centrer sur la question démographique est souvent une impasse politique. C'est ça. Donc c'est une impasse politique et c'est une impasse qui minimise évidemment la question des inégalités. C'est-à-dire que la démographie, et par ailleurs, il y a le spectre de l'eugénisme qui pèse sur ces débats, c'est-à-dire la façon dont les régimes autoritaires des années 30-40 ont pensé la question démographique de façon autoritaire, qui fait que dans les milieux libéraux et de gauche, il est impossible de penser la question démographique parce qu'elle renvoie immédiatement au spectre de l'autoritarisme. Et puis à des régimes comme le régime chinois, qui est l'un de ceux qui a essayé de contrôler de façon autoritaire la démographie. Donc il y a un problème.
Je pense que tous les gens sérieux, personne ne niera que la question démographique est essentielle. Passer de 1 milliard d'habitants à près de 8 milliards en un siècle augmente évidemment, multiplie les effets rebonds de tous les côtés et crée des... Mais le problème, c'est que si on polarise trop sur la question démographique, on rentre dans une impasse politique et on invisibilise la question centrale qui est la question de l'inégalité. C'est-à-dire que les 3/4 de la population mondiale vivent avec très peu de ressources et polluent très peu. Donc voilà, donc la question, c'est que la question démographique ne peut être pensée que sur la base d'une pensée sociale, d'une pensée de l'égalité. Sinon, on est dans une impasse, quoi. Donc je sais pas, c'est difficile de répondre à ça, mais je pense que c'est une question importante. Il ne faut pas hésiter à la poser et à la mettre sur la table. Oui. Merci François. Ludovic. Une petite note de bas de page, juste cette histoire de stagnation séculaire que j'évoquais, là, qui émerge dans les années 30, elle est ressurgie il y a une dizaine d'années dans le débat, et le cœur du problème que repose Summers, qui est économiste à Harvard, c'est cette question démographique, c'est-à-dire que les pays de l'OCDE, les pays riches, sont en phase de vieillissement, ce qui produit aussi des bulles financières, parce qu'à partir de ce moment-là, on épargne beaucoup plus. Quand on passe 40 ans de sa vie à la retraite, on place de l'argent et ça forme aussi des bulles financières. Là, je dérive totalement du sujet, mais par exemple, depuis 2 ans aux États-Unis, les fonds de retraite sont placés sur les crypto-monnaies, parce que c'est rentable. Et donc on est en train de nourrir comme ça des machines à spéculer, simplement pour satisfaire une partie de la population qui a un effet de richesse positif, parce que tout ça est connecté aussi à la bulle de l'IA. Et donc on a une espèce de cercle comme ça, la Ilferding, où on a un capitalisme financier qui devient dominant. Mais c'est lié fondamentalement à la démographie. Dans la société des 30 Glorieuses, on a une société qui est fondamentalement jeune, etc. On est préoccupé par la production. Aujourd'hui, en tout cas dans les pays de capitalisme avancé, on va dire, on n'est plus du tout dans la même problématique. Merci Ludovic. Seconde question. Oui, alors moi je suis Philippe Mougel, je suis anthropologue des civilisations. Et ma question, si on analyse nos connaissances sur les processus de régulation au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe, puis au XXe et au XXIe siècle, on observe une transformation des approches systémiques. Première systémique, elle est tournée autour de la recherche de l'équilibre. C'est la main invisible, l'équilibre offre et demande, l'homéostasie en biologie, l'équilibre des pouvoirs en sciences politiques, protection des espaces naturels. Première systémie. Deuxième systémie. Alors les systémies, on ne tourne pas la page. Elles continuent à fonctionner, mais elles fonctionnent de moins en moins bien. Ce qui fait qu'il y a une deuxième systémie qui arrive. Alors la deuxième systémie, c'est l'émergence de la nouveauté. C'est la crise systémique avec les cycles de Kondratiev, la destruction créatrice de Schumpeter, les régulations anticycliques de Keynes, les bifurcations, le New Deal, les changements de cadre, l'auto-organisation qui a été expérimentée. Alors vous parliez de Louise Michel, oui, la Commune, mai 68, l'autogestion, etc. On en nous a parlé. Ça a eu des influences sur la démocratie directe, etc. L'auto-organisation. Et puis en droit, c'est la question sur les points de bascule des jurisprudences. Comment on peut transformer le droit et le droit réparateur. Et puis là, nous arrivons dans un troisième cycle, troisième systémie. Donc là, nous sommes dans un système anticipatif des évolutions, des crises et des régulations. Il s'agit de la log périodicité de Sornet. Il s'agit de voir quand une crise surgit. Les problèmes de coévolution, les systèmes apprenants, les systèmes qui se modélisent eux-mêmes, les symbioses, les résiliences, comment on peut articuler croissance et décroissance, les interconnexions des régulations juridiques, les interactions des activités humaines et naturelles, écosystémiques, les recherches, comment on peut augmenter la négantropie, comment on peut l'élargir. Et au niveau de la démocratie, c'est comment parvenir à de l'intelligence collective qui soit intégrative, pluraliste, exploratoire par rapport à l'environnement et aux intelligences artificielles. Je m'arrête là. Alors, de ce que je comprends sur éventuellement cet apport sur les différentes phases et peut-être en contrepoint ce que vous venez de dire, c'est comment collectivement pourrions-nous trouver les solutions pour passer la crise ?
Voilà. D'accord. Pour franchir ces caps. Pour franchir ces caps. Alors, Dans chaque discipline. Dans chaque discipline. Donc, quid de la place de l'individu dans le collectif ou versus le collectif, peut-être. Et est-ce que c'est mieux à plusieurs ou est-ce que fondamentalement, en termes d'individualité, on va pouvoir trouver des solutions et est-ce que le salut passera peut-être par le collectif? Si je peux résumer, est-ce que ça correspond? Parfait. Eh bien, Elsa, je vous sens dans les starting blocks. Je vous laisse la parole. Alors, c'est encore Louise Michel qui parle, bien sûr. Ce n'est pas Elsa Forêt. Mais pour Louise Michel, bien sûr, oui, le salut est collectif. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'oppose pas les combats, parce qu'au XIXe siècle, les mouvements ouvriers sont pas particulièrement féministes, si vous voulez. Les organisations ouvrières sont plutôt contre le travail des femmes. Les femmes ont leur place dans le ménage, mais pas du tout à l'usine. Et inversement, les féministes, les premières suffragettes, elles séparent la question du droit des femmes et la question sociale. En fait, ce qui est très intéressant en fait chez Louise Michel, et c'est extrêmement moderne d'ailleurs, parce que ça, c'est en ce sens en fait une pionnière en fait de l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'elle relie tous les combats, la question sociale, la place des femmes, mais aussi la place de l'animal, parce qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que l'homme ne sera jamais libre tant qu'il exercera une cruauté sur l'animal. La question coloniale, qui n'est pas séparée de la question sociale. Donc en fait, c'est vraiment une question très collective qui mêle tous les combats. En cela, c'est, je trouve, vraiment une pensée extrêmement moderne, parce qu'encore une fois, au XIXe siècle, on a tendance à cliver les différents combats. Donc c'est une espèce de vraiment, il y a une convergence des luttes, et ça me fait penser un peu à cette pensée du XXe siècle, cette pensée d'intersectionnalité qu'on verra dans les années 1980. En cela, c'est quelqu'un un peu du XXe siècle, cette Louise Michel. Novatrice, précurseur, Ludovic. Je vais évoquer juste deux noms, alors, dont j'ai beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a une chose qui nous a pas mal échappé en économie, parmi la multitude d'innovations que provoque Keynes dans les années 30 et avant, c'est sa vision du futur, justement, et c'est ce qu'il écrit sur les anticipations. C'est-à-dire, d'après lui, le présent est influencé par l'avenir. C'est pas le passé, forcément, qui influe notre présent, c'est la manière dont on conçoit notre futur qui agit sur notre présent. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à aborder en économie, mais il y a dans le très bon mensuel Alternative économique, il y a une interview dans le numéro précédent d'Éloi Laurent qui redit ça, en fait, sur l'État-providence. Il dit, voilà, c'est la manière dont on va collectivement se projeter qui va nous permettre de trouver des solutions. Et ça c'est cette idée de revoir l'enchaînement entre le futur, le présent et le passé me semble plutôt productive, effectivement. Oui, Éloi Laurent qui travaille énormément sur les transitions et la justice, pas de justice sociale sans justice environnementale, et l'un ne peut pas être décorrélé de l'autre, qui est très intéressant à mettre en exergue. François. Oui, merci pour votre question. Je ne sais pas comment y répondre, parce qu'il n'y avait pas vraiment de questions. Mais vous avez proposé une sorte d'analyse, comme c'est le faire les anthropologues structuraux, voilà, une sorte de typologie des systématiques, enfin vous appelez ça comme ça, des cadrages systématiques qui caractérisent. J'ai l'impression que c'est peut-être moins une succession de cadrages dont l'un remplace l'autre que des coexistences entre ces différents cadrages qui coexistent à chaque époque, et de nouveaux cadrages se réajoutent avec des tensions entre ces différents cadrages. Ce qui explique le bordel actuel, à mon avis, c'est qu'il y a plusieurs cadrages systémiques qui coexistent et qui ont du mal à dialoguer entre eux et qui imaginent tous un avenir différent en fonction du cadrage adopté au départ. Donc voilà, donc j'ai pas de réponse, mais je voulais juste rebondir aussi sur ce que disait Ludovic depuis tout à l'heure sur Keynes. Ce qui est intéressant, c'est que le texte de Keynes en question a un statut très particulier. C'est un livre à ses petits-enfants. Je me demande dans quelle mesure cet optimisme qui est développé dans ce texte est pas lié à la nature même du bouquin. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ses petits-enfants. On est dans un moment d'effondrement de tout dans les années 30, de crise systémique à tous les niveaux, y compris environnementale en réalité déjà à cette époque-là. Et donc je vois ce livre comme une manière de se réassurer, comme une manière d'ouvrir des perspectives face à l'effondrement systémique en cours. Et ça pose évidemment la question de la catastrophe, de tous les débats qu'il y a depuis 10 ans sur la notion par exemple d'effondrement.
Et cette espèce de malaise dans lequel on est, parce qu'il y a une sorte de constat partagé sur le fait qu'on est rentré dans un moment d'effondrement systémique assez généralisé à tous les niveaux, mais en même temps, évidemment, ça ne peut pas nous satisfaire comme humains sociaux qui ont comme tendance, depuis le 19e siècle en particulier, à se projeter dans l'avenir de façon optimiste. Et donc on est dans ce moment de paradoxe, de tension, qui explique aussi le désarroi intellectuel, idéologique dans lequel on est tous plongés, et qui explique aussi, sans doute en partie, le fait qu'on s'en remet à des espèces de populistes bas du front, à des cinglés de tous les côtés, qui offrent des réponses rapides et simples à des problèmes complexes, quoi. Bon, enfin, Merci François, parfait. Mais ça... C'est la table ronde d'après, je crois, qui va parler de Trump. Parce que vous avez compris que je parlais de Trump, là, indirectement. Bien évidemment, c'est ce soir. Il y a un lien, voilà. Justement, ici, dans cette même salle, me semble-t-il. Non, dans la brasserie des Beaux-Arts. Troisième question, et ce sera la dernière question. Justement, j'interviens dans la brasserie des Beaux-Arts sur des imaginaires trumpiens. Donc voilà. Donc Ariel Kirou, et je travaille sur les imaginaires, en fait, à la fois au travers de livres et c'est aussi d'ateliers, un gros projet qu'on essaie de monter dans des tiers-lieux, dans des communautés, pour essayer de faire ressortir les imaginaires, les rêves, et de les relier à des actions. Voilà. En écho de mon bouquin sur les imaginaires du futur, entre autres. Donc, voilà. Ça me fait très plaisir d'entendre parler de Louise Michel, de Georges Perkins Marsh. Et bon, il me manquait juste Pierre Kropotkin, pour lequel j'ai une sorte de sympathie profonde, en termes de précurseur aussi par rapport à cette logique de l'écologie solidaire, de ce lien qu'il fait, comme il disait Reclus, entre la logique, la dimension écologique et la dimension sociale, qui évidemment est absolument majeure. Ce que je me dis simplement, c'est comment on fait pour les faire connaître? Qui les connaît, ces gens-là? Est-ce qu'on raconte des contre-fictions? Est-ce qu'on crée des uchronies? Est-ce qu'il faut partir à l'assaut pour créer des séries télé? Parce que la vraie question, elle est là, quoi. Je veux dire, on peut en parler entre nous, c'est super sympa, quoi. Vraiment, moi, je suis enchanté. J'ai passé un très bon moment. Mais j'aimerais que d'autres passent un bon moment et qu'on essaye de faire connaître, qu'on réinvente tout ce que ces gens-là ont pu faire et penser. Voilà, et là je crois qu'il y a un enjeu qui est majeur et il ne faut pas hésiter à se dire il faut le faire de manière populaire, quoi. Il ne faut pas simplement se dire on est entre élites, c'est super, quoi. Voilà, tiens, nous on connaît Georges Perkins Marsh, bon, génial, mais voilà, là je pense qu'il y a un enjeu majeur, c'est le futur de futurs antérieurs, quoi. Comment on fait pour faire partager ces futurs antérieurs pour qu'ils deviennent des futurs ultérieurs? Voilà. Merci beaucoup. Déjà on peut se dire que il y a un certain nombre de médias, de médiums intéressants actuellement, et ça a commencé notamment par la thèse en 180 secondes. Et je pense que ça a permis aussi de faire des ponts entre le monde universitaire de la recherche et les citoyens et les citoyennes pour comprendre ce qu'est une thèse en 180 secondes sur des sujets parfois un peu complexes. Et puis, certaines autrices, notamment, ou auteurs de BD, qui ont réussi à mettre en exergue des figures féminines, notamment, qui réussissent justement à prendre en compte certaines des autrices et des auteurs et de les faire connaître au plus grand nombre. Alors bien sûr, après, il va y avoir les séries, il va y avoir plein de choses. Il y a un effort à faire, bien évidemment, et c'est justement, me semble-t-il, l'objet de ramener aussi des conférences au sein de l'université, de pouvoir aussi faire des corrélations de la recherche-action avec des acteurs, des structures de la société civile, et de faire en sorte que ça puisse se déployer, se diffuser. Elsa, est-ce que vous auriez des idées supplémentaires? Non, alors, c'est amusant comme question parce que j'ai posé la question hier à mes étudiants. J'avais 60 étudiants. Je leur ai demandé qui connaissait Louise Michel. Une main s'est levée. Voilà, la même main s'est levée pour qui connaît la commune. Bon, après, alors c'est vrai que c'est surtout auprès de la jeunesse parce que il y a encore des cours du soir, il y a encore l'université ouverte. Louise Michel était favorable aux universités populaires, donc il y a toujours quelque chose, effectivement, cette université ouverte. Nous, au sein du CRESPO, le Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques, nous organisons des conférences dites citoyennes.
Alors, ceux qui sont intéressés par ce centre peuvent regarder sur le site internet des conférences citoyennes qui sont organisées donc pour tous, en fait, à partir de 18h, sur des thèmes sur la démocratie, sur la garantie des droits. Il va y avoir aussi des choses sur les élections municipales bientôt. Donc ça, c'est aussi une forme de vulgarisation du savoir, comme on dit. Mais c'est vrai que généralement, c'est plutôt des gens qui ont à partir de la cinquantaine et beaucoup moins de jeunes. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on diffuse ceci auprès des jeunes. Alors, comme je dis souvent, auprès des étudiants, mais moi, je ne vois que des étudiants. Il y a quand même beaucoup aujourd'hui de podcasts sur de très bonnes radios. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez chouette que nous n'avions pas, nous, quand on était plus jeunes. Hein. Mais bon, après, il faut aller chercher ces podcasts. Et généralement, le problème, c'est que ces jeunes qui ont Internet, avec les algorithmes, ils ont toujours les mêmes choses qui leur viennent, des choses qui ne sont pas forcément aussi riches intellectuellement que ce qu'on trouve sur France Culture. Bon, voilà, c'est le problème. Donc, comment diffuser ce savoir auprès de la jeunesse ? Oui, tout à fait. C'est collectivement et dans les différentes sphères de la société, des médias, notamment, et je pense au journalisme de solutions dont on parle un petit peu en ce moment. Alors c'est très émergent, hein, disons, pour contrer un peu ce phénomène d'éco-anxiété, de crise dans lesquelles on se situe, politique, économique. Il ne fait pas bon avoir 20 ans aujourd'hui, c'est très complexe. Donc il est nécessaire aussi de trouver des moyens de pouvoir aussi se dire qu'à côté de chez soi, ailleurs, il y a aussi des solutions qui sont mises en place. Il y a des acteurs et des actrices qui font cause commune. Et ça, c'est important aussi de pouvoir relayer ça dans les médias et dans d'autres types d'outils qui seraient à déployer. Et ce journalisme de solutions, on en parle un petit peu. Il y a des associations comme Reporters d'Espoir qui le mettent en avant parce que justement, il y a des choses qui se font mais qui ne sont pas connues parce qu'on est dans un contexte et justement, les algorithmes ramènent toujours, on va rechercher des choses qui sont parfois négatives et bien, on ne va être entouré que de négatifs et certaines chaînes d'information continues en font le lit. Je terminerai cette table ronde par éventuellement un dernier tour rapide sur finalement quel avenir, quelles solutions, comment survivre à cette période. Peut-être une note d'espoir pour chacun et chacune d'entre vous, François, Elsa et Ludovic. Un petit mot de la fin, en quelques minutes, pour vous, quels seraient peut-être les 2-3 points que vous aimeriez mettre en avant sur un avenir peut-être plus radieux. François. Moi, j'ai du mal à... Parce qu'il faut toujours finir par une petite note d'espoir. Il faut pas démobiliser Billancourt. Hein. Ça, c'est une sorte de code rhétorique du journalisme contemporain. Alors moi, je suis beaucoup plus sceptique sur la thèse en 180 secondes, par exemple, comme moyen de subvertir nos imaginaires contemporains. Moi, j'y vois plutôt une sorte d'effondrement de l'université qui adopte les codes rhétoriques du marketing pour essayer de penser... moi, je suis mon côté grincheux, un peu systémique, mais... Non, mais bon, donc je sais pas. Non, mais oui, bien sûr. Ce qui est un peu heurtant, c'est que l'histoire nous montre que la liberté est présente dans l'histoire, qu'il n'y a pas de déterminisme ultime. Même si là, on a quand même le poids d'un certain nombre de déterminismes matériels qu'il ne faut pas s'illusionner. Je veux dire, à 9 milliards d'habitants, des niveaux de consommation dans lesquels on est, il y a quand même plein d'impasses. Et la naïveté, ça serait de croire non, mais on va trouver la bonne solution, la bonne réglementation. Il faut pas minimiser l'ampleur des défis. Et ça, l'espèce de tendance à trouver la solution où il faut être positif fait qu'il y a plein dans les médias dominants de vendeurs de solutions à bas coût qui en fait contribuent à ce que rien ne puisse bouger parce que précisément ils font croire que ça va bien se passer, on va trouver la solution. Alors bon, donc déjà il faut être réaliste sur l'ampleur des défis. Ensuite, moi j'aime bien l'interrogation sur les imaginaires, tout ça. C'est une question qui travaille beaucoup les sciences sociales aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un historien aujourd'hui qui essaye pas de trouver un autre format narratif que les travaux académiques habituels en se mettant à faire de la littérature, des BD, la mode des BD historiques, c'est fascinant. Si vous n'avez pas fait une BD, vous avez raté
votre vie aujourd'hui. Il y a vraiment, mais donc cette question que vous posez, c'est une question qui traverse, je pense, toutes les SHS et qui est liée évidemment à ce contexte d'effondrement, de crise, de fermeture un peu de l'avenir qui nécessite de réinventer des imaginaires. Et ça, c'est très puissant. D'où les alliances nouvelles aussi entre artistes et SHS qui n'existaient pas à ce point il y a 15 ans, parce que justement, c'est une manière d'essayer de trouver d'autres formes de narration. Moi, ça me fait penser, je vais terminer là-dessus, à ce que disait Serge Latouche, que j'aime bien et qui est un économiste qui a été beaucoup critiqué ou marginalisé, un économiste marxiste qui va terminer en économiste décroissant et qui disait vers l'an 2000 que ce qu'il faut, c'est décoloniser nos imaginaires. Donc pour reconstruire des imaginaires alternatifs qui permettent l'émancipation, évidemment le droit est un outil fondamental, mais il faut aussi décoloniser nos imaginaires. C'est-à-dire pour pouvoir construire ces alternatives futures, il faut d'abord dépolluer nos imaginaires. Or, nos imaginaires sont quand même très saturés aujourd'hui. Évidemment, les réseaux, le fonctionnement du système médiatique actuel n'arrangent pas les choses, quoi. Donc voilà. J'ai pas réussi à être complètement positif. Oui. Bon, mais quand même un petit peu. Voilà, sciences humaines et si vous retenez ça, tant mieux. Sciences humaines et sociales, et puis finalement des artistes ou en tout cas des personnes qui vont. Oui, mais alors je ne crois pas du tout que l'alliance avec les artistes nous sauvera le monde. Hein, malheureusement, je tenais quand même à le dire. Non, c'est la connaissance aussi des sujets qui sont travaillés ici, qui sont trop collés à l'université et qui permettrait de pouvoir aussi faire émerger un esprit critique, aborder d'autres sujets et autres de manière un peu plus synthétique et intéressante. Elsa. Oui, je terminerai quand même sur l'importance du collectif et surtout sur le fait de rester vigilant et de ne pas se replier sur ces petites affaires individuelles. C'est déjà quelque chose, d'ailleurs, à laquelle nous invitait Tocqueville au XIXe siècle, les démocraties et le risque de rester sur ces petites affaires individuelles, puis le fait, comme disent les étudiants, vous savez, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Alors souvent, je leur dis, ah bon, la politique ne vous intéresse pas, mais alors, et la retraite à 67 ans, est-ce que vous voyez bien travailler jusqu'à 67 ans? Ah mais non, certainement pas. Alors vous voyez, vous vous intéressez à la politique. Donc s'intéresser à ça, et ça passe en fait par l'instruction. Et pour le coup, je vais terminer là-dessus parce que cette instruction comme moyen d'émancipation, c'est aussi quelque chose sur lequel insistait beaucoup Louise Michel. Donc je pense rester s'instruire, rester cultiver et s'intéresser au monde qui nous entoure. C'est pas toujours le cas d'un certain nombre de personnes. Merci Elsa. Ludovic pour le mot de la fin. Ouais, je vais finir avec ma Louise Michel à moi, c'est-à-dire Keynes. Il finit son bouquin donc sur la lettre aux petits-enfants sur ces 3 phrases. Et surtout, ne surestimons pas l'importance du problème économique. Ne sacrifions pas à ces prétendus impératifs des soucis plus élevés et plus durables. Si les économistes réussissaient à devenir, aux yeux de tous, des professionnels modestes et compétents, à égalité avec les dentistes, ce serait merveilleux. Merci en fait. Merci à tous les 3 pour ces apports sous forme de ping-pong un petit peu. Vous l'aurez vu, donc on a tour à tour invoqué le droit, les sciences économiques, l'histoire, les sciences politiques, pour vous faire un petit peu réagir, penser les futurs antérieurs. Nous vous remercions d'avoir été nombreux et nombreuses aujourd'hui. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, donc nous sommes ravis pour cette première journée, première même table ronde ici à la Maison des Sciences de l'Homme, et nous espérons que ce sera pour les années à venir quelque chose d'assez important et intéressant. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast d'Alternatives économiques, une série enregistrée au cours des Journées de l'économie autrement en novembre 2025. Retrouvez tous les épisodes de cette série et nos autres podcasts sur la chaîne YouTube d'Alternatives économiques.